Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le jeudi 18 avril, Mars Attack numéro 843. Je vous retrouve en compagnie de Nat King Cole, Arrivederci Roma. Il a chanté en anglais, en espagnol et un peu en italien. Et puis il a dit au revoir aussi. Avec Nadia Kassemi, bonjour. Bonjour tout le monde. Professeur Aziz Daouda. Bonjour. Et puis Najib Salmi. Oui. Hein? La classe italienne. Mais chemise marocaine. Bah, non, mais la classe ne chemise, pas dire... chemise marocaine. Non, mais voilà. Comme c'est ce que la cravate aussi. Italienne, chemise marocaine. Voilà. Et je suis fier. C'est une chemise que je porte depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'elle a 15 ans cette chemise? Non. Voilà. Elle est faite dans une usine à Insua. Voilà. Avec du bon tissu italien. Voilà. Mais comment tu l'as eu, etc. Non. C'est supposé être une importation temporaire qui doit forcément quitter le territoire juste après la... Non, il y avait une partie qui est restée ici. Donc, non, mais on va voir l'adresse. Il y avait les athées et tout ça. On est intéressé à l'adresse. Le magasin, je crois qu'il a fait faillite, je crois. Il existe. C'est normal, si Lino achète une chemise tous les 15 ans, c'est normal qu'ils vont faire faillite. Ça, c'est bien dit. Professeur Aziz Daouda, professeur, camarade président, Belaïd Boumid, bonjour. Asdin Amara. Salut les amis. Il a une petite veste très 68 art. Flex. Hein? So 68 art. Hein? Yak Sorbonien. Aujourd'hui, je suis venu du côté des... Ouais. Ah oui, c'est le côté des cocos. Il se prépare pour une marche dimanche. Il y a un appel qui a été lancé pour une marche. Et puis Amine Biro qui est avec nous ce matin. Voilà, donc on va commencer avec les coups de cœur, coups de gueule, voilà, comme d'habitude. Vous en avez? Oui, moi j'ai un coup de cœur. Oui. Il est très années 60. C'est le 47e anniversaire aujourd'hui d'une grande déclaration. Celle de Mohamed Ali, qui a refusé de partir au Vietnam. Ouais. Même ça, on le pète ça? Non, mais c'est retrouver la date, oui. Mais c'est très important. Pourquoi? Très important. Parce que Mohamed Ali, quelques années plus tard, après avoir été suspendu pendant 3 ans, il était venu à Casablanca. Oui, il avait fait un combat le jour de la fête de la jeunesse, un combat contre un boxeur malien. Oui. Et Mohamed Ali, on le retrouvait plus tard, il a rendu visite lors des Jeux Olympiques de Los Angeles avec Basson Kalo. Il était venu voir la délégation marocaine à Los Angeles. Et il y avait... C'était exactement la veille de la finale de Nawal Moutaoukil. Exact. Il commençait déjà à être malade. Un dîner. Et Najib était là aussi. Donc, un dîner au Chinese Theater, là où il y a la cérémonie des Oscars. Exact. Et c'était exactement la veille de la finale de Nawal Moutaoukil. Et il s'était passé une histoire pour Mohamed Ali, parce qu'à l'époque, c'était quand même dire non. Il disait non au gouvernement américain. Ouais. Il risquait gros. Et il a été soutenu par le leader, la noire. Oui, Martin Luther King, qui avait soutenu, il avait dit... Les Black Panthers. Il avait dit, il faut qu'il y ait des hommes qui disent non au pouvoir, parce qu'un pouvoir arrogant ne mène qu'à la ruine. Il a vu cette déclaration, Martin Luther King, et d'un coup... De simple champion du monde des poids lourds, Mohamed Ali est devenu une icône, qu'il est encore à ce jour. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Américains qui se réclament encore du refus de Mohamed Ali d'obéir. Et il avait dit, moi, quand je monte dans un ring, je fais des combats propres. Je ne veux pas aller tuer des innocents avec des armes sophistiquées. Et c'était très courageux, et c'est une date. Et aujourd'hui où l'Amérique subit des attaques qui viennent de ses propres enfants, il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont aujourd'hui extrémistes en Amérique et qui sont nés de l'après-Vietnam. Mais qui sont nés des excès de la politique américaine. Est-ce que vous vous souvenez du film The Big Wednesday? Les 3 copains surfeurs qui vont faire la grande vague. Qui font tout pour pas aller au Vietnam. Il y en a un qui se casse carrément le genou. Il y en a un qui se casse le genou. Il y en a un qui fume, je crois, 4 ou 5 paquets de cigarettes la veille avant d'aller là-bas. Et puis quand il a une tachycardie, hop, il est réformé, il va pas au Vietnam. Donc ça veut dire que c'était une véritable psychose à l'époque. Il y a des tas de films à un moment de tout ça, parce que beaucoup, moment pacifiste, et puis
Aujourd'hui, c'est plus sacré parce qu'à l'époque, attention, à l'époque, Mohamed Ali était d'un grand courage, il risquait la prison. Non seulement un grand courage, mais donc, il tenait des conférences de presse. Il était attaqué. Il était attaqué parce qu'attention, la droite américaine est très forte. Il fallait le faire parce que c'était une trahison, carrément. Il le fallait. Et c'est à l'époque même où John Wayne, ultra-militariste, avait fait Le Béret Vert, 68, un film tout à la gloire de l'armée américaine qui était en train de gazer le Nord-Vietnam. Et c'était l'époque aussi des Black Panthers, d'Angela Davis, de Marcus, grand philosophe qui a inspiré toute une génération de penseurs et de créateurs américains. Je crois qu'il y aura des articles aux États-Unis, oui. Pour ce souvenir-là. Mohamed Ali est resté une icône, alors qu'il a été traîné dans la boue. Et il est revenu au Maroc par la suite, malade. Hein. Il avait déjà le Parkinson, il était venu ici à Casa, à Rabat. Une dizaine d'années après. Malade. D'ailleurs, il y a des photos d'Yalou avec Gilles Labaud, avec le fesse rouge. Voilà. Alors, vos SMS sur 5030, coup du SMS, Sidir, un petit essai. Les premiers sont arrivés. Merci Lino pour le morceau. Abdou, c'était avant, c'était parole. Non. Ah, merci Lino pour le morceau. Ouais, regarde l'heure. 7h55. Ah oui, c'était pour le tien, c'était. Bon, d'accord. Bon, alors il fallait dire merci Amine alors. Je pensais que c'était pour Nat King Cole. Alors, Roma gagnante. Stop, Lino content, stop, Amnesty Générale, stop. C'est signé Tariq Boujid. Merci pour ce télégramme. Belaïd est là, même si c'est jeudi. Et c'est signé encore Tariq. C'est pour le tribunal. Ouais. Il a perdu son procès. Je perds toujours, t'en fais quoi. J'ai l'habitude. Alors, l'actualité, je dirais le buzz du jour, c'est ça? C'est ce qu'on dit dans les radios branchées. Le buzz du jour, c'est quoi? Juste une précision, il y a eu un communiqué officiel de l'ONCF qui dément le limogeage du chef de garde. Non, mais c'est vrai, parce qu'on en a beaucoup parlé ici. On en a tellement parlé qu'ils ont eu honte, ils ont dit, bon, allez, on le réintègre quand même, le gars. Tu reviens. Les gars, il vaut mieux qu'on le réintègre. Il y a eu un communiqué comme quoi il n'a pas été limogé, que c'était une rumeur. Une rumeur. Non, il a été sermonné, interpellé, tout ce que tu veux, mais après on a dit non, ça sert à rien, parce que effectivement ça a joué le jeu des casseurs. Parce que les casseurs, ils recherchent des trucs comme ça pour se dire on est fort. On a fait virer le chef de garde. Ils se victimisent et ils sont dans cette... Mais c'est une décision normale. Je ne comprends pas comment le chef de garde peut-il besoin d'un train qui est arrêté à cause d'un signal d'alarme tiré. Par contre, est-ce que vous êtes allé à Babrouah, vous les Casablancais? Il y a quand même une exposition à Qadr al-Arj. Nous les Rabatis, qui veut dire. Vous les Rabatis là, oui. Ah oui. Vous y êtes allés? On a même vu l'accrochage d'elle quand elle est... L'Arj, c'est un grand de la... il a longtemps travaillé avec... Et Babrouah, même pas de position, c'est une visite à faire. Oui, il y a ça, mais ça, c'est l'avantage d'habiter à Rabat sur les Casablanca. C'est toujours un événement que de le... Vas-y. Nostalgie. Ben oui, quand à Rabat on n'a rien à faire, on n'a rien à faire. Parce qu'il t'a coupé. On va aller à Babrouah, qui est devant la belle avenue de la... Pardon, tu as dit l'avantage... D'être rebâti sur les Casablancais, c'est d'avoir des monuments, d'aller voir la Tour Hassan, d'aller voir le mausolée, d'aller voir la baie de Salé, de prendre un thé. De jeter un coup d'œil sur Asdine qui pêche tranquillement. T'as oublié le Shella quand même. Le Shella, il a oublié quand même. On a l'ancienne Médina. Ça remonte aux Phéniciens. Ça remonte aux Phéniciens. On a la mosquée Hassan II, on a le mol que vous n'avez pas vous, le Habous. Là, on est moderne. Là, vous avez surtout le Raja et le Wydad. On a le port. On a le port sans lequel Rabat ne se serait peut-être pas développé. Absolument. Parce que toutes les marchandises arrivaient à Casablanca. Sérieusement, toutes les villes sont sympathiques, que ce soit Rabat, Casa, Meknès, Fès, Souira, Marrakech. Alhamdoulilah. Tout va bien. Mais n'empêche, on vous prête à Qadr al-Arj qui est pas Casablanca. Bon, alors, une annonce est parue hier. Cherche stade désespérément pour accueillir le MAS et un public débordant d'enthousiasme. Alors d'après vous, ça pourrait être qui là? Accueillir le MAS, c'est le Raja, ça. Accueillir le MAS. Ouais, voilà. Alors le Raja qui cherche un stade, cherche un terrain. Oui, parce que la fédération a programmé initialement le match au Père Gégaud. Le gouverneur de Hassani, préfecture, où se trouve localisé le stade Gégaud, a envoyé un communiqué aux Raja en leur disant non, veto. Le stade n'accueillera pas le match étant donné que ces infrastructures
Est-ce que c'est officiel, Etienne? Oui, c'est officiel. Ça a été reçu par la direction du Raja à 18h et ça a été communiqué aux alentours de 20h30. Le Raja s'est vu notifier que le stade ne peut pas accueillir le nombre de public qui est attendu pour le match Raja-Mas. Le stade est dans un tel état de délabrement qu'il y a un risque pour la sécurité. Et puis surtout un autre argument qui a été utilisé, en cas de débordement, il n'y a qu'une seule entrée-sortie au Pergéco. Donc à partir de là, on joue la sécurité et on demande au Raja de ne pas disputer son match. Il n'y a pas une seule sortie. sortie. Mais attends, là, il y a quatre sorties. Il y a 4 sorties. Vraiment, le problème, c'est qu'on en utilise qu'une seule. Pourquoi on dit ça? C'est tout, mais il y a 4 accès, aux 4 angles, il y a 4 accès. Ils ont surtout évoqué les tribunes latérales. Non, voilà, ça, qui Manasroui, ils ont raison. Et les travaux qui sont, et les travaux. Il y en a même plus, parce qu'il y en a 2 sur le Grand Boulevard. Oui, là-dessus, non, tu as à l'entrée des voitures, tu as l'entrée officielle, tu as la grande entrée, et de l'autre côté, là où il y avait le cricket, il y en a 2 autres. Tu as une autre sortie. Donc ça te fait 4 sorties. Mais qui ils ont surtout évoqué. Mais ça n'excuse pas, effectivement, le tribune latérale présenté par le... Les tribunes latérales. Les tribunes, oui. Quel est le dernier match qu'il y a eu au Pergéco? Il y a bien eu des matchs. Oui, il y a eu 2 matchs cette saison. Ah ben oui. Raja, Louidet. Non, mais c'est risqué, Najim. C'est très risqué. Tu dépasses. On veut faire des risques quand on veut. On enlève les risques quand on ne veut pas. Non, ils vont mieux le signaler. Ils vont mieux le signaler. Est homologué ou n'est pas homologué? Est-ce que la fédération a le droit de programmer un match au Pergéco? Il est homologué pour le RAC. Moi, je crois que. Ah oui, s'il est homologué pour le RAC, il est un club. Non, il n'y a pas tellement de monde. Tu sais, avec le RAC, on a été la dernière fois. Eh ben, moi, j'ai une solution. 1000 personnes. Pour Raja-Mas, c'est jouer l'Abou Farbat. Attends, avant. Il y aura la visite du Chella après. Ça fait moitié. Apparemment, le Raja il faut dire que la pelouse n'est pas en bon état aussi. Le Raja est en train de demander à la commune Sidi Atmen la possibilité ou l'autorisation de pouvoir disputer son match au complexe Moulay Rachid. Alors, Moulay Rachid, c'est bon. Voilà un terrain qui est utilisé par le TAS qui a des problèmes aux Zaouli. Et effectivement, il a toutes les conditions d'accueil, mieux que le Pergéco, et il peut accueillir jusqu'à 13 000, 14 000 personnes. Ceux qui disent que le Raja veut sursoir, le complexe Mohamed V, c'est faux. Mohamed Fakhir veut à tout prix liquider ce match face au MAS, parce que l'avantage, c'est que le MAS sera privé de 4 joueurs importants. Donc, il veut saisir l'opportunité, disputer, apurer ses matchs, et se préparer tranquillement pour le derby. Il a dit ça carrément. Non, il n'a pas dit ça. Non, il a dit carrément. Il a dit, moi, je veux jouer contre le MAS. Non, je veux jouer. Il a 4 joueurs en moins, je veux jouer contre le MAS. Non. Ça se dit supposition. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je veux jouer le match. Je veux jouer le match. Maintenant, le MAS sera privé de 4 joueurs. Tu ne peux pas dire ça quand même. Supposition. Mais qu'est-ce que tu veux, Amine? Supposition. Je ne suppose pas. Je te dis, l'information, il veut apurer. Suspicion. Oh là là. Non, il veut apurer son match. Il veut apurer ses matchs et préparer le derby. Voilà. Maintenant, le MAS sera privé de 4 joueurs importants. Point. Il est toujours habillé de. C'est ta phrase qui du rôle de confusion, parce que virgule, il veut jouer parce que. Virgule, point, à la ligne, etc. C'est une phrase. Quand est-ce que le Raja avait demandé à jouer à Marrakech à cause de la non-disponibilité du stade, Mohamed Khamis? C'était au moment de la fermeture du complexe pour travaux. C'était contre quelle équipe? C'était déjà un match de Botola, si je ne m'abuse. Avant le derby, c'était juste avant le derby. C'était juste avant le derby, si je ne m'abuse. Donc, a priori, c'est l'OCK. L'OCK. Moi, je pense que... C'était l'OCK. Ils avaient disputé ce match, d'ailleurs, au Pergéco. À ce stade du championnat, je ne pense pas qu'on puisse jouer des matchs assez importants, surtout pour le Raja, dans un petit stade. Il nous reste quoi? Il reste 5 matchs à jouer. Ça va être la 25e. 6 matchs. C'est quand même c'est les 100 derniers mètres avant l'arrivée. La ligne droite. C'est la ligne droite. Donc, il va falloir faire attention au choix du stade quand le complexe n'est pas disponible. La capacité d'accueil des stades de Casablanca ne permet pas, surtout pour des grandes affiches comme Raja-Mas, d'accueillir tous les recettes. Au-delà de la recette, mais d'accueillir tous les supporters. Ce sont des matchs très importants. Raja-Mas, c'est au moins 30 000 personnes au stade. Ben oui. Raja-Mas, effectivement, il y a la recette aussi qui compte pour un club qui est également, comme tous les autres aujourd'hui... C'est complexe, parce que dimanche prochain, c'est fini. Non. Allez. Mercredi prochain, c'est fini. Non. Les demi-finales. Ils jouent leur match. Les demi-finales, il y en a une à Casa,
C'est celle qui concernera le premier du groupe du Maroc, soit Maroc, soit Tunisie. Il faudrait peut-être demander l'autorisation aussi à la CAF. Oui, sincèrement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas jouer, même s'il y a de la compétition CAF. Pourquoi il ne pourrait pas jouer? Parce que le stade est propriété de la CAF ou il n'est pas propriété de qui, de quoi? Il n'est pas, c'est pas leur propriété. Il est réservé. Il doit le rester. Mais là, ça va causer tout un chamboulement dans le championnat. Quand vous parlez de 15 000 places, quand on regarde les recettes, ce qui est déclaré officiellement par le Raja, il n'y en a presque jamais plus. Oui. Il y a probablement plus sur le terrain, mais le nombre de billets payés et comptabilisés. D'ailleurs, à un moment donné, le Raja s'est plaint de ça. Il y a un mois et demi, le Raja se plaignait justement d'un manque de recettes, alors qu'il y avait plein de monde. Il y a la Risky, et effectivement, on n'atteint pas les 14-15 000 payants, souvent, malheureusement. Et dans le stade, tu as 30 000 et plus, tout le temps. Non, mais ce qui est grave, et un auditeur de Tanger nous le dit, c'est quand même, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est quand même honte à Casablanca qui n'a pas de stade digne de sa renommée. Rachid de Tanger. La plus grosse, c'est vrai, parce que le plus grave, Lino, on dirait même plus. Moi, je dirais que des clubs n'aient pas leur terrain. C'est ça qui est. C'est pas Casa. Le Raja devrait avoir son terrain, le Wak devrait avoir son terrain. Ça, c'est bien. Sinon, c'est ça les grands clubs. Et il faudrait s'orienter vers ça. C'est ça qu'on a. Le cahier de charge. Ça fait pas mal de temps qu'on le dit. Mais le cahier de charge de la FIFA à long terme, c'est ça. Tu vas être professionnel, il faut avoir ton stade. Ils finiront par y penser. Ils ont raté beaucoup de rendez-vous où ils pouvaient l'avoir. C'est une utopie. Qui parmi les clubs marocains peut aujourd'hui construire son propre stade? Avec quels moyens? Le Raja, il a mis... Quand le Raja... Puis-je intervenir, s'il vous plaît? Oui. Alors, les Roches Noires, avant de se faire squatter, je le dis ici, je le répète, par une grande compagnie d'Ainsba, enfin, entre les Roches Noires et Ainsba, elle avait un terrain qui appartenait à un certain Landra, monsieur Eugène Landra. Bon, il a eu, il n'a pas eu, ça ne me regarde pas comment il a eu, mais le terrain, de toute façon, c'était à lui, il lui appartenait, et il a dit sur ce terrain-là, ça sera le terrain du SCCRN. Oui. Et le stade où joue le DIFA d'Ainsba, aujourd'hui, à Ainsba, à côté de la caserne des pompiers, c'est l'ancien stade Landra, qui appartenait à un monsieur, et qui a offert le terrain au club. Mais ça, c'était... Donc, est-ce que le Raja... On ne peut pas trouver des mécènes capables de leur offrir un terrain. Mais bien sûr, je ne dis pas au Maris, pas au centre de Casablanca. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, à Casablanca aujourd'hui, il y a un problème immense, c'est qu'on ne trouve même pas où enterrer les gens. Le foncier. Personne ne met plus à la disposition de la société de terrains, parce qu'avant c'était des terrains qui à la Roda. Aujourd'hui, on n'a même plus fini de faire Ibadallah. Tu vas penser qu'il y ait quelqu'un qui va mettre 20 ou 30 hectares à la disposition du Raja. On pense à rien alors, c'est tout. On pense à plus à rien alors. Lino, le Raja avait accumulé à un moment quelque chose comme 10 milliards après la Coupe du Monde. Et Amour s'était attelé à construire un stade. Et on a trouvé un terrain. Mais malheureusement, on n'a pas tellement suivi l'opération parce qu'il y a deux avis différents. Il y avait l'avis à l'époque, il y a le complexe, et pourquoi nous casser la tête à essayer de chercher. Et à l'époque, Aziz, les avocats ont construit. Il y a eu un truc soin pour les... Ils ont construit. Tout le monde avait construit à l'époque. Et là, le Raja pouvait construire. Ils sont passés à côté de l'histoire. Il y avait des Bouscoura. Voilà. Ouais, mais ils ont. Il y a l'épisode du mondial des clubs où le Raja avait la cagnotte. Il y avait des terrains. Il y avait un grand projet. Le Raja avait de l'argent à l'époque. Non, mais avant, il y avait quand même des terrains. Il y a 20 ans, il y avait deux grands Rajaouis qui étaient au gouvernement. Aziz, je ne parle pas de Casablanca aujourd'hui. Le complexe sportif de la RAM, par exemple. Vous connaissez les avocats? Non, mais il est derrière Mazola. Non, pas pratiquement là-bas. Alors on va me dire, ouais, mais attention, je vais avoir 10 000 SMS maintenant qui vont me dire, ah, mais il y a Flaine, il y a Foulen, mais je les connais pas. Non, Flaine ou Foulen peut-être, mais... Tu sais, le critère de sélection pour ça, c'est l'Égypte. Et ces deux-là sont reconnus en Égypte. Foulen, Abdel Kouali, qui ont chanté au Maroc, qui ont des relations épisodiques avec l'Égypte, mais ils sont reconnus là-bas en Égypte. Tout le monde en parle, tout le monde les adore. Les connaissent, voilà. C'est un critère. Non, tu parles pas d'Algérie. L'Algérie, on est à côté. C'est en Algérie, au Qatar, en Arabie Saoudite, partout. Oui, alors, même en Italie, qui sont hyper professionnels, seule la Juve a son propre stade, alors un peu de calme, la bande. C'est Adil le Rajaoui qui dit ça. Il s'est vexé parce qu'on a parlé on a parlé du Ouidad aussi. On a dit le Rajaoui, on n'a pas dit. Non, les deux. Mais il n'y a pas que le Ouidad et le Raja. Toutes les équipes du Maroc
sont pareils. Hein. Non, mais lui dit, bon, en Italie, et un autre auditeur aussi me dit, Lino, ni l'Inter ni l'AC Milan n'ont pas de terrain. Parce que, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces clubs, en Italie, c'est un peu particulier. Ils voudraient avoir les terrains. Et même quand ils ont les terrains, tu as les écolos qui s'y mettent. Et par exemple, la AS Roma, ça fait 3 ans qu'elle a le terrain. Elle a le terrain et tout, et en fait, la municipalité ne lui donne pas encore les autorisations, parce qu'ils disent non, mais la voirie, tout ça, on va prévoir les 100 000 personnes qui vont arriver au stade, etc., et ça traîne depuis 3 ans. Le stade de la Lazio, la même chose. Le stade de Torino, Torino, ils ont le leur. Mais il y a pas mal de clubs qui voudraient. Ils ont pas le nouveau stade de Naples, par exemple, avec De Laurentiis qui est prêt à mettre du fric et tout ça. Mais Lino, ils n'ont pas de problème de programmation. Non, ils ont pas. C'est pour ça que ils arrivent à jouer sans problème. Ici, pour le Raja, on rappellera que quand même. D'ailleurs, tout à l'heure, en off, il disait qu'à Rome, il n'y a que le stade olympique. Il a oublié le stade Flaminio. Tu as oublié le Flaminio, en fait, qui est impeccable pour le foot parce que c'est un petit stade de 40 000 places. Qui est plus ramassé, il n'y a pas de piste d'athlétisme. Au Raja, Bodreka a fait une déclaration dernièrement, il y a 3-4 mois de cela, comme quoi il avait trouvé 15 hectares près de Rahma et qu'il avait cette idée justement de construire un stade pour le Raja. Bien sûr. Tous les présidents à Fès, ils avaient aussi un projet de construire. Tous les présidents ont cette idée-là, mais personne ne passe aux actes. Là, lui, il a trouvé le terrain. Alors, et puis il y a Maintenant, pour en venir au football, avoir un terrain et avoir tout ce qu'on veut, ça n'empêche pas de perdre. Hein. Exemple de Paris Saint-Germain en Coupe de France. Ouais. En parlant de terrain, on peut pas avoir une équipe qui n'a pas de terrain et qui accueille chez les voisins. Si je ne me trompe pas, à Salé, quand ils leur ont pris le terrain qui était en bordure du fleuve, ils les ont indemnisés, si je me rappelle bien, à hauteur de 20 millions de dirhams, qui est déposé actuellement, et ils attendent de trouver pour construire le propre terrain aussi. Mais ils ont un terrain de dépannage. Ils ont un terrain de dépannage sur lequel ils jouent. Puis il y a autre chose. Un président ne peut pas venir du jour au lendemain dire j'ai trouvé une parcelle et je veux construire le terrain pour mon club. Non. Il doit aussi répondre à un cahier de charges bien spécifique et puis voir si ça s'intègre dans la politique de la ville. Oui, c'est ça. La politique de la ville actuellement, elle est un petit peu opaque partout. Comment les autorités ou comment voulons-nous voir nos propres villes? On veut voir des villes sans sport. Non. Pourquoi? C'est ce que il n'y a pas de terrain, il n'y a rien du tout. On va prendre il est beau. J'ai l'impression qu'ils veulent rien construire, donner des passe-droits à certains, mais qui est rien que des petits terrains de foot partout, aider les clubs. Par exemple, sincèrement, madame, c'est pas possible que le Raja et le Wydad n'aient pas leur propre terrain. C'est pas possible. ما تدخليش في البال وفي العقل نتاعي انا هذه. On ne serait-ce qu'un terrain pour deux. C'est pas possible. Mais là, les titres, les machins, وهذه وسميتو وشحال ديال الصداع وشحال et on n'arrive pas à faire ça. Il y a plusieurs présidents qui sont passés. Ce n'est pas une affaire de président aussi. C'est pas une affaire de président. C'est une affaire de quoi? Beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, c'est plus complexe. C'est pas une affaire de président. Un président ne peut pas venir du jour au lendemain dire je veux construire un ailleurs pour mon club. C'est une question de mentalité aussi. Moi, je vous rappelle qu'un certain Tifi, avec Boudra et Benjeloun, je crois, du WAG, ont quand même acheté l'immeuble qui appartient à la Ligue. Aujourd'hui, la seule propriété immobilière de la Fédération royale marocaine de football, c'est cette ligue-là qui a été achetée par ces gens-là. À l'époque, ils ont mis de l'argent, ils se sont dit, il faut un siège à la Fédé, ils l'ont acheté. Et c'est ces gens-là qui ont mis de leur poche. À l'époque, c'était 24 millions de centimes. Vous voyez la différence par rapport à aujourd'hui. Je ne peux pas laisser passer ce genre d'idée, parce que on est en train d'incriminer des clubs parce qu'ils n'ont pas construit de stade. Là, il faut savoir aussi que le droit au Maghreb ne donne pas aux associations le droit de posséder des terrains et d'être propriétaire. Oui. Donc c'est comme ça. Un club n'a pas le droit de posséder. Pourquoi? Mais c'est comme ça. C'est une association. C'est une association. Et alors?
Tu peux pas acheter des choses et vendre et faire du commerce. Alors la Ligue, là, l'immeuble de la Ligue. C'est pas un commerce, ils font un quand tu achètes, c'est une transaction immobilière, c'est du commerce. Il peut y avoir des dérogations pour des choses pareilles. Ils ont dérogé. On peut déroger à ça. شوف كل منطقة في العالم كل شعب دار des choix. في المغرب درنا un choix que les infrastructures l'État غتكلف بهم. Et l'État تكلفت بهم. Parce que pratiquement dans toutes les villes, il y a un stade. Bon, et il est ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire comme si il y avait pas, le WAC et le Raja n'avaient pas où jouer. Le complexe Mohamed V, j'ai la bouffée. Non, quand même, il faut arrêter d'incriminer les gens comme ça. C'est parce qu'il y a un choix politique qui a été fait. Si aujourd'hui on veut que ça change, eh ben on change les lois. Non, il y a des dérogations. Non, désolé, il y a des dérogations. Sinon, l'immeuble de la Ligue, le seul club qui avait pu faire quelque chose du genre, mais avec l'embroglio juridique, c'est le KCM. C'est le KCM, c'est le seul au Maroc. Ils sont assis sur des bails amphithéotiques. Des bails de 99 ans. C'est-à-dire que les terrains appartiennent aux municipalités, aux communes, et le complexe du WAC n'appartient pas au WAC, le complexe de Raja n'appartient pas au Raja, c'est des bails. Le terrain du FUS n'appartient pas au FUS. Non, mais peut-être la formule de se convertir en société privée à usage public tout en restant association. Il y a toujours un montage qui peut être fait de telle façon. Amour y a pensé quand même. Tout le dossier était ficelé pour qu'ils aient leur terrain à Bouscoura. Mais malheureusement, ils n'ont pas continué la chose. Aujourd'hui, on dit qu'Amour n'a rien fait. Le Raja n'a qu'à régler son problème. Et pour moi, il peut très bien recevoir au complexe Mohamed V. Non, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de projet, de grands projets. De Rabat. Mais tu peux régler. De recevoir ici à Casa, Rajamas, à Casablanca, au complexe Mohamed V pour la première. Sincèrement, moi, c'est pas pour des jeunes de 17 ans. Mais tu crois qu'à Rabat, ils m'ont accepté? À Rabat, ils m'ont accepté. Je parle de Casablanca. Parce que Rabat a accueilli. Je parle pas de Rabat, une deux fois. Ils vont jouer à Casablanca. Rajamas à Casablanca, complètement jouer chez vous. Il y a un problème d'entretien. Le complexe Mohamed V, c'est très. Il y a des choses qui vont très risquées. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement et tout, on peut pas encore les prendre le public qui va être, je pense, en nombre, et on en a parlé hier, et de l'emmener ailleurs. Non, on est à Moulay-Rachid. Moulay-Rachid, c'est bon. Pourquoi pas Moulay-Rachid? Pourquoi pas le complexe Mohamed V? Le complexe Mohamed V. Lâche-le. Parce que là, les 17. Oui, bien sûr, mais tu réponds à un cahier de charge que tu respectes par rapport à la CAF. Quand même, oh. Mais on va maintenant se mettre à improviser, à casser toute une organisation. Attention, parce que ce qui se passe chez nous. Toi, tu plaisantes, toi, maintenant. Non, je te plaisante pas, je te jure. Le terrain, ils ont pris la clé du complexe Mohamed V et ils ont remis à la CAF. Et c'est la CAF qui est patronne du stade. Jusqu'à la demi-finale. On nous a donné une dérogation pour jouer le match dernièrement. Il faut pas trop pousser. Tu vas dire à la CAF, tu vas organiser Ils ont leur dit que c'est un match qui est pour nous important parce qu'il y a beaucoup de monde et que ça risque de peut-être causer. Avant le début de la CAN. Voilà. De programmer les choses. Non, les deux matchs qui se sont joués alors que la CAN. Un jour ou deux jours. Jeudi et vendredi. Les 2 jours avant la CAN. On peut le déplacer, mais c'est un match où il va y avoir beaucoup de monde. Et comme vous avez dit tout à l'heure, madame, qui a un... Là, on nous pose la question. Ça fait combien de temps que la fédération savait que la CAN U17 se disputait à cette date? Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais quand on remettra en cause un cahier de charge qui a été accepté par le Maroc par rapport à la CAF, je crois que, désolé, mais ça va pas, on va passer pour des gamins. On remet rien en charge. On joue un match dans la continuité de l'organisation. Il faut le dire aux gens de la CAF, tu vas voir. Tu leur dis, nous disposons de toutes les infrastructures pour accueillir toutes les manifestations. Ni le tonnes aboutissant. On ne sait pas ce qui se passe. Comment on ne sait pas? Ça va pas. Mais si c'est clair et net dans le cahier de charge. Tu te dis, ils jouent à Marrakech, ils jouent à Casablanca, c'est la propriété de la CAF tant qu'il y aura cette compétition. C'est tout. Tu n'as pas à dire, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas utiliser... Ça fait pas sérieux. Mais bien sûr, tu organises et tu te débrouilles. Tu as tes infrastructures. Va à Rabat, va dans d'autres villes que Marrakech et Casablanca. Il ne fallait pas proposer le stade de Casablanca, c'est tout. Il le reporte. Par exemple, pour le spectacle que ça a donné, pas au plan du jeu, mais au plan public. Je crains l'impact négatif de tout ça. Sur le championnat du monde des clubs, sur la CAN 2015 qui va venir, parce que franchement, on passe pour des rigolos aujourd'hui avec ce qu'on est en train de vivre, que ce soit pour la casse, que ce soit pour le manque de sérieux au niveau de la programmation, de beaucoup de choses. Et c'est triste à relever. Bon. Parce que finalement, il n'y a pas que la CAN la U17 qui a les réflecteurs braqués sur elle. Mais c'est tout le football marocain. C'est un parce test. qu'hier, je suivais justement sur Eurosport.
Ils ont passé les... Ils parlent du foot marocain, ils parlent de... Eurosport sur France 24. C'est pas une sur toutes les chaînes. Sur les 17, hein. Ouais. Toutes les chaînes. Les envoyés spéciaux sont là, les journalistes sont là, même s'ils commentent en cabine ou ils se renseignent. Oui, bien sûr. Tous les gens qui sont là, toute cette presse, etc., elle ira voir le match du Raja contre le Mas. Bien sûr. Ils iront et donner un peu leur avis sur le football marocain. Absolument. Si ce match-là se joue dans un terrain un peu mi-figue, mi-raisin, ils vont se dire ils sont pas au point, ils sont pas encore au point. Donc il faut vraiment qu'ils jouent dans un... Ce qui est grave, et je crois, après, je sais pas si vous êtes d'accord de continuer à en parler, ce qui est grave, c'est que en fait, on ne sait pas si ce stade Diego est homologué ou non. On ne sait pas combien de stades à Casablanca sont homologués. Parce que je ne comprends pas. Si un match, par exemple, si on organise un match de Botola Pro au stade Diego, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas en organiser un autre. C'est la crainte est que la capacité du stade ne soit pas suffisante pour le nombre de spectateurs. Ce n'est pas que le Père Diego n'est pas bon, mais il risque d'y avoir émeute. Voilà, tout simplement. Et donc, si Madonna, elle vient au cinéma Riff, là, en face. Madonna. Allez, Madonna, elle vient. Non, elle ne peut pas jouer là. Combien de Casablancais veulent venir? Combien de Casablancais? Ils vont mettre le billet à 100 000 dirhams pour qu'il y ait 50 personnes. Non, Makim Nichelji. Il y a combien de places au cinéma Riff? Ou au cinéma n'importe. Il y a 800 places. Eh ben, ils vont émettre 800 tickets, c'est tout. Les 800 premiers, ils prennent les tickets. Lino, c'est tout. Mais Lino, les publics de Madonna... Ça se passe ici. Non, mais le problème, pas le billet, va pas se présenter. Est-ce que tu es capable de me dire combien il y a de places au Stade Diego? C'est ça le problème. La capacité du Stade Diego, elle est de combien? Elle doit être 15 000. 15 000 ça va pas. Alors là, si tu mets 15 000, ça fait rire. Et à ce moment-là, on dira le truc. Capacité d'accueil, c'est 8 000. 8 000, mais alors là, non, il n'y a pas de place assise au Père Diego. Tu es debout, hein. Tu es debout, monsieur. Ah non, tout le monde est assis au Père Diego. Non, tu es assis quand tu as quelques centaines de spectateurs. Tu es debout au complexe, au Père Diego. Et ça, c'est dramatique. Donc, tu doubles la capacité d'accueil et tu vas voir, tu vas dans les vestiaires, parce qu'il y a des boutiques, il y a des vestiaires. Non, mais tu vois le truc, il est pourri. Il est pourri, il menace ruine. Hein. Tu ne peux pas mettre plus que la capacité d'accueil initiale, qui est aussi dangereuse. Et là, ils ont raison, les gens. Moi, je suis d'accord avec alors, il menace ruine pour Rajamas, il menace pas ruine pour les autres matchs. Tu n'as que la dernière fois, tu as été toi-même. On a été avec 600 000, 2000 personnes. Ce que je veux dire, c'est que la fédération est inconsciente. Ils sont inconscients. Pourquoi elle autorise alors Ils n'ont pas autorisé plus de 3 000, 4 000 spectateurs. Voilà, point barre. Sinon, c'est risqué. Sinon, alors, allez faire un tour là-bas, vous allez voir. Tu rentres dans le truc et tu regardes, c'est pourri. Ça paraît, le problème paraît très réglé, puisqu'il y a quelqu'un qui nous annonce que dans un site quand même assez renseigné, ça va jouer au complexe Mohamed V. Donc, le problème est réglé. Bon, s'il joue au complexe Mohamed V, c'est tant mieux. Nous aussi, on est renseigné ici, on n'a pas eu encore de... Non, c'est tant mieux s'il joue au complexe Mohamed V. Tant que la fédération n'a pas envoyé un papier officiel, ne serait-ce que sur leur site... Ils vont jouer bien sûr au stade Mohamed V, mais pas ce week-end. Après là, bon, ils sont peut-être arrivés à un accord avec la CAF ou un truc comme ça. On n'en sait rien. Tu sais, s'ils demandent gentiment aux gens de la CAF de pouvoir utiliser le stade, etc., je pense qu'ils vont toujours trouver. Mais attention, la CAF enregistre des trucs comme ça, Aziz. Ils ne diront rien. Mais attention, tu organises et comment tu vas expliquer que on joue dans des stades vides pour cette U17 au moment où il y aura pour ce match Rajamas, on aura le plein. Ça aussi, le public, l'affluence, c'est un problème monstre. Mais c'est ça le football au Maroc. Alors là, on me dit, si vous donnez à n'importe quel entrepreneur un terrain l'Oasis, le terrain de l'Oasis du Raja ou du WAC, je suis sûr qu'il vous construira 20 nouveaux terrains par compensation à l'extérieur de Casablanca. Abdou de Casa. Oui, c'est ce qu'on prévoit dans le nouveau chemin directeur. Mais ça va avoir lieu dans 30-40 ans. Vous dire un promoteur, peut-être un promoteur. On va prendre tous ces stades-là et on donnera des terrains. Attends, mais est-ce que le terrain n'appartient ni au Raja ni au WAC? Non, mais tu l'occupes. Tu es locataire. Pour 99 ans, donc ils sont dans l'obligation de trouver une solution. Ils sont en train de le faire au stade marocain. Ils m'ont proposé un terrain pour Rabat. Et ici, paraît-il, dans 30-40 ans, on ne sera pas là, mais chez le nouveau schéma directeur, c'est que tous les clubs vont partir de l'autre côté de Bouskoura. Ils auront des terrains. Lino, sur le site de la fédération, il y a tous les stades, sauf celui de RC Hamas.
Il y a tous les terrains, bah oui. Il y a les télés, et le seul qui n'a pas encore été mis, c'est ce terrain. Alors, Lido, votre camarade président donne de fausses informations. Bouteflika veut construire un club et non un stade. Samir de Casa. Il m'a dit, je veux construire un stade. C'est lui-même, 15 hectares. Alors, 15 hectares, un club sur 15 hectares. Il y a quelqu'un qui me dit, lèche d'Aroua de stade Tanja. Pour accueillir Madonna, je crois, le prochain concert. Pour que Madonna, et voilà. C'est que pour Madonna, je crois. Ouais. Allez, spécialement Madonna. On l'a produit à Tanger? Tu es capable de la produire à Tanger? Ah non. Moi, je produis personne. S'il vous faut un paquet. Surtout que quelqu'un te dit sois beau et tais-toi. Ah oui, ouais. Généralement, on disait ça à Brigitte Bardot. Mais... Ouais, il y en a beaucoup qui me mettent des petits tacles, mais ils sont sympas, c'est pas grave. J'ai leur numéro de téléphone, je les appellerai après. Alors, ce qui est désolant quand même, c'est qu'on reste dans l'à peu près. Volume, dans une semaine, c'est même pas de la navigation à vue. Alors, vivement la fin Tariq Lojdi, il est là, il insiste, il signe, il persiste. Si Amara, si tu loues ta maison à un tiers pour un mois, est-ce que tu peux venir le 15 du mois lui demander au locataire d'utiliser ta maison pendant 1 ou 2 jours? Non, je vais lui répondre. Déjà, j'ai pas de maison. Non. Mais non, il t'interpelle pas sur ça. Allez. Si tu avais une maison, combien même tu aurais une maison qui t'appartient, tu la loues. Voilà, tu la loues. Et après le 15 de mois, tu viens, tu dis écoutez, sortez 2 jours parce que j'ai besoin de la maison de 2 jours. C'est pas dans le gouvernement Hollande, on te demande pas ta fortune. Moi, je viens, je change la serrure, je le mets dehors. Ouais. C'est arbitraire. Yeah. Ça va, là. Voilà. Moi, si mes enfants doivent. Mais attends, et là, tu es passible d'une peine pénale. Moi, tu es passible d'une peine pénale. Je fais la peine pénale après. Je fais la peine pénale. Mais tu ne peux pas dire ça. Si, moi, si mes enfants sont en danger, qu'il pleuve ou machin, soit ils trouvent une solution avec moi pour qu'ils me donnent une chambre. À ce moment-là, c'est... Mais ils n'ont pas besoin d'une chambre, le Raj et le Mas. Ils ont besoin de tout le stade, ils ont besoin. De tout l'appartement, ils ont besoin. Non, ils ont besoin de 1 jour sur la durée du tournoi. Alors, il ne faut plus faire métaphore avec ne l'écoutez pas, change de sujet, s'il te plaît, on est en train de radoter. Ne l'écoutez pas. Soyez réaliste si vous voulez vous adresser à Amala, parce que lui, il est... Pourquoi on radote? On radote pas assez. Ça fait longtemps qu'on parle d'un problème qui n'existe peut-être même pas. Eh ben voilà. Pourquoi il n'existe pas? Non, il a été réglé. Alors, il est réglé. Ben justement, alors, Absamad, il est réglé le problème? On écoute Nassiri. Alors on écoute Nassiri. Voilà, on voit ce problème est réglé. توصلت إدارة نادي الرجاء مع الساعة 6 مساء بكتاب من السيد عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني اللي عرض فيه الحيثيات ديال عدم تأهيل ملعب الأبجيكو لاحتضان مقابلة من هذا الحجم ديال الرجاء والمغرب الفاسي. من جملة هذه الحيثيات أن هناك أشغال جارية على جنبات ملعب الأبجيكو، بالإضافة على أن البنية التحتية لملعب الأبجيكو لا تستطيع أن تستوعب الطاقة الجماهيرية اللي غادا تجي تحز لمتابعة هذا اللقاء. اتصالات راها جارية الآن مع السيد الرئيس وأعضاء المكتب للبحث عن حل لكي يحاول يضمن شروط الدنيا للحفاظ على إجراء هذه المقابلة في مدينة الدار البيضاء وبمواصفات اللي شرها سيد العامل واللي هي ظروف ضرورية أنها توفر في ملعب باش يحتضن هذه المقابلة. Alors voilà, donc on n'a pas inventé de toutes pièces. Ouais. Mais ça c'est un message codé en arabe classique. Il te dit Nafi, il te dit توصلنا بكتاب. توصلنا بكتاب يزيد نستوعب الطاقة الاستيعابية. Mais qu'est-ce que tu retiens? Il est comme ça dans sa vie. Au lieu de parler clair, de dire mais c'est راه كاتبتنا العمل. Voilà, وكاتبين الله يرحم الوالدين راه الملعب راه غادي يعمر اكثر من هذاك الشيء اللي لازم. Tu peux pas obliger là. Mais si il ne veut pas parler de Darija, ben c'est son droit. S'il veut parler. On a affaire à Al-Jahid, alors aujourd'hui, qui sévit en tant que secrétaire général. Nassiri a toujours parlé comme ça. Il est comme ça, Nassiri. Il est accroché à ses voilà, au moins il est fidèle à lui-même. Oui, il y a du phallique dans ce qu'il raconte quelque part. Est toujours complexe, tu vois. Mais c'est pas grave, l'essentiel, il y a un message derrière. On n'est pas plus avancé pour autant.
Voilà. Il faudrait et peut-être comme dit un auditeur, voilà, c'est Mourad de Casa. Vous voyez, messieurs, c'est toujours la fédération qui crée la polémique. Ouais. Bon. La fédération s'est déchargée de ces problèmes qu'elle ne peut pas gérer. C'est tout au club de le faire à l'avenir et peut-être qu'on trouvera des solutions plus facilement. Moi, que le WAC, que le Raja se réunissent, que les autres clubs, les grands clubs, et qui se mettent à programmer leurs rencontres, ils sont les premiers concernés. Et puis on en profite pour me dire que le FUS a son terrain. C'est Reda de Rabat. Ils ont leur terrain. Je ne sais pas si c'est vraiment leur propriété intégrale. C'est le terrain à Moulay El Hassan, je crois qu'ils ont. Non, ils sont en même. Il y a 2 ans, etc. On a failli frôler la catastrophe. Je crois que c'était dans un match Wydad FUS à Rabat où un pan du mur était tombé sur les spectateurs. Oui. À Marrakech aussi. Moi, je parle de à Rabat. Marrakech aussi. FUS Wydad. Oui. Oui. Sur quel terrain? Un petit terrain ديال الرباط ما عرفتش ديال الفتح ولا ديال on avait frôlé la catastrophe. مراكش في الرباط. في الرباط. Le nouveau petit terrain de Haïn Nada. Le nouveau petit terrain de Haïn Nada. Je parle d'il y a 2 ans. Mais pas pour un match de foot. Un match de foot, oui. Pour un match de foot. Pour un match de foot, oui. Ou peut-être que c'est l'ancien terrain. L'ancien terrain, c'est possible. Mais bon, il y a eu un match. Alors, de toute façon, il y a un auditeur qui dit nous ne voulons pas de nouveaux stades dans nos villes, car à chaque fois qu'il y a un stade neuf dans une ville, l'équipe tombe en 2e division. Alors, avant de continuer, quelques SMS sur 50-30 coups du SMS, un petit essai. Salut, c'est Hichem, taxi driver de Casa. Messieurs, pourquoi on n'arrête pas ce championnat et qu'on donne carrément le titre à l'équipe qui se trouve à la dernière place? Comme ça, on fera un bon championnat du monde des clubs. Nabil de Manezman, il me dit la Tolina France. Oh. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui nous dit aussi, Lino, pensez aux commerçants qui ont tout perdu à cause de ces énergumènes. Au lieu de parler du Raja, lancez un appel pour les aider. Oui. C'est vrai que les commerçants du programme Mohamed V en particulier et d'autres artères de Casablanca, ils ont été... tout y est passé. D'autant plus que les assurances ne couvrent pas ce genre de dégâts. Ouais. Quand il y a une assurance, c'est la même quand tu peux être assuré contre le vandalisme. Il y a plusieurs catégories d'assurance. On prend l'assurance la moins. Si on ne la prend pas du tout. Tu n'es jamais pris en compte par l'assurance. Si. Assurance de la casse. Moi, j'avais une assurance touriste. On m'a cassé ma voiture. Les assurances, c'est tout arrangé. Les assurances, c'est des choses exceptionnelles. Attention, les assurances, c'est assuré contre des choses normales. C'est Aziz, l'assurance touriste veut tout dire. Bon. Alors نهرس لك الطوموبيل دابا ونمشي نجربو اجي نهرسك دابا لتحت ونمشي نجربو يلاه اجي نهرسك واش ريك اجي نهرسك الا جيتي هرستيها بالعنيت سي اوتر شوز الا جيتي هرستيها بالعنيت انا داك اللي تبقى ما هرسكش بالعنيت لا الا انت دابا سي de la préméditation بحال لي زونطون في c'est prémédité. Attention, on dit ça fait trop tenu contre ah oui c'est autre chose. S'il arrive un problème à sa bagnole, je vois ma voiture demain puis شي حاجه. S'il arrive un problème à sa voiture. Bon, alors, à propos du mur, on dit, d'abord on me dit, Nadia, c'était lors de Raja FUS, le stade du FUS, la saison où le FUS était monté et redescendu tout de suite après. C'est Saïd de OCK de Rabat. Non. Et puis là, on me dit, Lino, pour le mur qui est tombé, c'était à Mawazine. Oui, mais c'est tout récent. Mais il y a eu un match où les spectateurs du Wydad ont reçu le mur, ils étaient assis et le mur est tombé. Ouais. Un pan du mur. Du mur. Je regardais le match. Oui, il y a très... Oui. Le terrain du FUS, je crois. Oui. Ouais. On a frôlé la catastrophe ce jour-là. Mais ce qui est sûr, il y en a eu un à Marrakech. Ça, c'est... Alors, il y a quelqu'un qui dit l'aspect sécuritaire est prioritaire, mais pas sur le dos du futur du Raja. Le dos du Raja. C'est Drahim qui dit ça. Sauf que l'absence de sécurité met en péril le Raja aussi. Il faut la sécurité. On ne peut pas ne pas sécuriser. Et qu'un gouverneur s'inquiète de la sécurité, il est dans son rôle. Lino, vous faites de la discrimination, vous lisez toujours les SMS de quelques auditeurs. Exemple, Tariq El Oujdi. C'est signé Soufiane. La preuve.
J'ai eu le sien aussi. Il faut dire que Tarek Loujdi, il en envoie. Ah oui, il est abonné, lui. Il est abonné. Et il a raison. Ouais. Et il a fait des émules. Il y a même Tariq d'Agadir aussi, qui met Agadir entre parenthèses. Voilà. Ils ont finalement trouvé un moyen pour arrêter le Raja. Ah, moi, j'ai avec Tariq de Bnimlel. Ils ne vont pas le laisser jouer, carrément. Voilà, c'est signé Tariq d'Agadir. Alors, il y a une catégorie de footballeurs qui, eux, n'ont pas besoin de stade, n'ont pas besoin de terrain ni à l'eau. C'est le beach soccer. Eux, grâce à Dieu, il n'a pas besoin de terrain. Avec les milliers de kilomètres de plages qu'on a, et de belles plages, c'est pour ça que j'accueille Mustafa Al-Hadaoui. Avec qui on va parler. Attends, il va nous répondre. Quoique, on avait organisé un tournoi à Mohamedia. Je ne vais pas vous raconter encore la même histoire, mais on avait toutes les peines du monde d'avoir la plage de Mohamedia. C'est vrai, Alors pourquoi, Mustafa? Bonjour tout le monde. Les villes ne veulent même pas donner un morceau de sable. Finalement, il n'y a rien. Non, parce qu'il y a les activités estivales et tout ça, et ils ont besoin de les louer à de grands organismes. Je ne vais pas dire le nom. Et pour faire des activités, et quand on vient comme association, comme quelqu'un qui veut faire quelque chose pour les jeunes, parce qu'on commence par les jeunes, par la masse, chaque fois on fait un tournoi, soit avec la Ligue de Casa ou celle de Mohamedia, la ville de Mohamedia, avec les gens là-bas. On connaît bien combien de kilomètres on a partout au Maroc, mais quand on tombe sur des gars qui sont sportifs, comme chez nous ici, il y a des Rajaoui ou dans le conseil de la ville de Casablanca, il n'y a pas de difficulté, mais des fois quand quelqu'un avec eux a déjà passé la main ou a loué à quelqu'un d'autre, c'est difficile de prendre la partie là-bas. C'est très difficile. Toi, tu veux l'organiser à India. Bien sûr, parce que tu veux aller à la Paloma, par exemple. Ouais. À la Paloma, ils vont pas donner l'autorisation de faire un tournoi au Aznata. Si tu peux faire, mais les sponsors, les gens qui vont te suivre, ils veulent des places où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de va-et-vient. Il n'y a pas que des gens de la masse, il faut qu'ils touchent tout le monde, les riches, les pauvres, les moyens et tout ça. Ouais. Et à Indiab, c'est le coin idéal pour ça. Et moi, j'ai demandé au conseil de la ville de Casablanca, la partie où j'organise là-bas, j'ai demandé à que, comme je vous ai entendu tout à l'heure de parler des terrains du Raja et du Wa qui sont loués 99 ans. Je me suis dit, peut-être on fera pareil sur la partie du sable là-bas, mettre une école de foot de beach soccer, mettre un terrain où il y aura le championnat des ligues, parce que l'année prochaine, on va lancer des championnats de ligue. Et là-bas, la Ligue de Casablanca de beach soccer jouera là-bas. Il faut qu'il y ait un stade permanent, comme il y a à Marseille, comme il y a à Rimini, comme il y a partout, à Rio, tu as des stades permanents. À Las Palmas et tout ça, tu as un stade de beach soccer. C'est ce qu'on a demandé. Ouais. C'est ce qu'on a demandé pour qu'ils nous le mettent à disposition. J'en ai parlé avec Jodar, qui est le président de la Ligue. Il est au conseil de la ville avec Subreja et tout. Ils sont partants. Au lieu de démonter à chaque fois les tribunes. À chaque fois, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est le problème. On a beaucoup de banneaux d'équipes qui veulent s'inscrire à la Ligue. Alors, Mustafa, vous avez mis un petit peu la charrue avant les bœufs, Yak. Oui, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord monté l'équipe nationale, tu vois. Et ils ont disputé des compétitions avec l'équipe nationale, mais il n'y avait pas de championnat. Oui, c'est sûr. Maintenant, ils sont revenus un petit peu en arrière. Donc, grâce à toi, vous avez organisé ce football au niveau des ligues. Hein, oui. Et donc, vous avez un championnat. Et ce week-end, il y a les finales de cette Coupe des ligues de beach soccer 2013 à Indiab. Alors, tu nous parles un petit peu de cette formule? La formule, mais depuis l'année dernière, j'ai mis un programme pour faire un championnat des ligues. Il y a la Coupe des ligues, mais comme il y avait beaucoup d'occupations au niveau du bureau fédéral, M. Moussa Darbachir, qui est le président de la commission de beach soccer, était un peu pris par ses obligations au niveau de sa commune là-bas à Gadir, aussi avec la Fédé. Mais il n'est jamais trop tard. On a mis en place cette année cette Coupe de la Ligue. On a touché, la fédération a envoyé à toutes les ligues qui veulent participer à cette Coupe de la Ligue. On a eu 8 ligues qui ont répondu présent. On a commencé il y a 2 semaines avec la Ligue. Alors tous les matchs se disputent à Casa. Parce que moi, quand je vois la Ligue de Tadla, est-ce qu'ils jouent au Tadla? Non. On n'amène pas du sable. Il y a plus de joueurs de futsal. Oui. Comme l'équipe nationale de Russie qui est champion du monde, mais tous ces joueurs jouent au futsal.
et ils sont meilleurs que ceux qui jouent dans le football normal. Il y a des exceptions, comme nous on l'a eu avec Salhi, qui est un super joueur sur le sable. D'ailleurs, il avait les mérites de beaucoup de monde de beach soccer. Et là, comme j'ai dit... Justement, c'est très important ce que tu nous dis là. Quel est le profil du joueur de beach? Alors justement, parce que est-ce qu'un bon footballeur fait un bon joueur de beach? Est-ce que plutôt un joueur de futsal est plus habilité à jouer au beach parce que d'abord les dimensions sont plus réduites et puis il touche la balle avec beaucoup plus de fréquence, pas la même technique évidemment, hein. C'est sûr. En fait, on porte pas la balle, hein. Au beach soccer, beach soccer, tu la lèves, tu la smash, tu la lèves, c'est tout, tu joues tout en volée pratiquement, hein, C'est sûr, il faut avoir des spécificités. Comment dire, physiquement, techniquement, il faut être malin, se déplacer comme il faut sur le terrain, qui est pas grand et tout ça. Ouais. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de joueurs qui sont passés sous ma main. Il faut jouer sans chaussettes, tu leur as dit aux joueurs? Bien sûr, sans chaussettes, sans protège. Parce qu'à un moment donné, il y avait nos joueurs de beach qui jouaient avec des chaussettes. On voulait les aider. C'est vrai, on a voulu les aider. On joue pas avec les chaussettes. Mais évidemment, c'est plus facile de le dire que de le faire, hein. Bien sûr. Parce que quand le sable est brûlant à 2h d'après-midi... il est allergique au sable. Bien sûr. Pour répondre à ta question... Il est allergique au sable. Je sais pas si c'est là. Oui, mais c'est pour ça qu'ils mettent ça. Il y a des non, joueurs mais attends, sur le plan international, il y a... Oui, nous expliquer quelles sont les qualités pour jouer. Voilà, je me suis dit, j'explique les qualités d'un joueur de beach soccer, c'est-à-dire qu'il doit être techniquement au-dessus de moyen, physiquement, il doit être intelligent dans le jeu. C'est-à-dire qu'il a une lecture de jeu qui lui permet de jouer ou de lire l'action avant que les autres la prennent. Et il faut avoir un super gardien de but. C'est lui numéro 10 dans le jeu, avec sa relance avec la main précise et tout ça. S'il donne des bonnes passes décisives, et les gars, ils font la différence après. Pour revenir, il faut une grande technique. Il faut bien contrôler le ballon. Après, derrière, tu as des gars qui sont costauds, même si un peu limités techniquement. C'est des gars qui sont malins, qui font pas trop de fautes parce que c'est toujours pénalisé par un penalty ou un tir au but direct, tout ça. Le beach soccer, les attaquants, ils sont toujours protégés. L'arbitre le donne plus, il privilégie plus les attaquants. Pour revenir au gars là que j'ai eu l'occasion de sélectionner comme Fatihi quand il jouait à Khmisset, il était meilleur buteur du championnat du Maroc à l'époque. Et on devait faire un tournoi de la Ligue arabe en Égypte. Il est venu, il n'a pas touché un ballon et il m'a dit, moi je l'ai vu, j'ai dit excuse-moi mais tu n'y arrives pas. Il m'a dit ouais c'est vrai, il a avoué, même s'il était meilleur buteur du championnat du Maroc, Fatihi. J'en ai Borzok pareil, il est parti avec nous à la éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il était remplaçant, il y avait Saleh qui jouait, il y a d'autres qui sont passés, Belma'allam, j'en ai vu plein et les gars ils n'arrivaient pas, je me trompe sur un ou deux, parce qu'il y a 10 joueurs en tour, dont 2 gardiens. Mais après, je me trompe peut-être sur un ou deux. Malheureusement pour nous, comme tu disais, il n'y a pas de championnat, rien. On a commencé par l'équipe nationale. Sinon, on faisait rien. Donc, tu étais obligé de prendre des joueurs de football. Et là, on a changé par cette formule, c'est-à-dire on a lancé ça pour... ça me permet, moi, de sélectionner quelques-uns. Déjà, j'ai repéré quelques-uns qui sont passés il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, avec la Ligue du Sahara, de l'Oriental, du Nord et... la 4e du Nord est Msous Massadra. J'en ai vu quelques joueurs qui sont intéressants. Et là, ce week-end-là, il y a les demi-finales et finales de cette coupe. Et on aura à faire appel à 24 joueurs pour une présélection qui nous permettra d'avoir après une liste de 12 qui fera la préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors ça, c'est au mois de mai. Hein. Mois de mai, il va y avoir... c'est une Coupe d'Afrique ou c'est un tournoi préliminaire? C'est la Coupe d'Afrique, qualificative par la Coupe du Monde. Ouais. Celui qui gagnera, il est sacré champion d'Afrique 2013. Et les 2 finalistes iront à Tahiti en 2013, septembre, pour la Coupe du Monde. Il y aura une dizaine de pays africains. Et on a eu le privilège, l'honneur d'avoir encore à organiser... Il faut des sponsors pour aller à Tahiti. Non, mais c'est la sélection, c'est l'équipe, c'est la fédération royale marocaine qui s'occupe, c'est l'équipe nationale, et c'est la FIFA qui organise, qui nous ont donné à nous d'organiser ça chez nous, comme la CAN donnée par la CAF au Maroc, comme la Coupe du Monde des clubs et tout ça. Et j'espère qu'on va être prêt. On aura 3 semaines quand je finirai mes présélections et ce tournoi pour avoir une dizaine de joueurs pour se préparer 3 semaines et essayer de faire de notre mieux pendant les éliminatoires qui se dérouleront à la ville d'El Jadida du 22 au 26 mai, Inch'Allah.
Là, je voulais te poser, Mustafa, 2 questions. Alors, quels sont les gabarits, le profil, c'est un profil pour jouer au beach soccer. Et les tactiques un peu, vous élaborez des tactiques, je parle handball, je parle basket, c'est quoi vraiment pour avoir de... Je vais pas parler trop de moi, mais moi je suis instructeur avec la FIFA dans ce domaine-là. Je donne beaucoup de cours en Afrique, partout. En plus, la FIFA nous réunit chaque année tous les instructeurs du monde de beach soccer. Ils font des séminaires, des cours de physique, technique, tout ça pour cette discipline. Et moi, j'en ai fait pour 14 entraîneurs marocains que la fédération a fait appel à eux dans toutes les ligues. En plus, il y a eu 14 arbitres de toutes nos ligues-là, et c'est la commission centrale d'arbitrage qui a choisi ces 14 arbitres. D'ailleurs, c'est le responsable de l'arbitrage de la FIFA qui a fait ses cours à nos arbitres avec des examens sérieux. Il y avait 2 qui se sont distingués, et moi j'étais là comme témoin. Il y avait M. Rouissi qui chapeautait tout, mais il a demandé à M. Al-Khadar Ben Chaban, qui était arbitre international dans le championnat, tu le connais bien, championnat français, et depuis le début de Cantona dans le beach, lui, il s'est plongé avec Cantona, il est devenu le président de la commission d'arbitrage, et c'est lui qui donne les cours de la FIA de beach soccer. Et lui, il était là pour passer ses examens aux arbitres. Il y avait 2 qui se sont distingués, maintenant ils sont internationaux. Et M. Rouissi, je suis témoin, j'étais là avec eux, il y avait M. Morland, il y avait tout le monde pendant cette formation. Et il a dit, moi je rentre pas dedans, c'est à vous de choisir les meilleurs. Moi je suis là pour chapeauter et tout ça, pour vous préparer le terrain. Et après ils ont eu des examens écrits, oraux, ils ont eu des examens aussi pratiques sur le terrain. Je leur ai ramené des jeunes pour qu'ils fassent un match et des matchs. Et après eux ils arbitrent. Travaux pratiques. Voilà, et lui il est en haut, il prend des nettois et tout ça. Après, il a fait il y avait 14. Il a noté tout le monde, il a les 2 qui se sont distingués. C'est que nos arbitres pendant ce tournoi-là, ils seront d'ailleurs encore ce week-end. Lino, il ne m'a pas répondu. Oui. Voilà. Moi, je reviens. Le profil, ça dépend. Il faut bien courir sur le sable, savoir courir sur le sable, pas trop mettre le pied dedans. Moi, j'ai vu un qui est passé dans mes ordres, c'est Saïd Chiba. Il a joué avec moi, on dirait une gazelle qui court sur, malgré qu'il avait 35, 36 ans. Il était parmi les meilleurs joueurs. On a fait les éliminatoires en Afrique du Sud en 2006-2005. Il était extraordinaire. Léger sur le sable. Voilà. Rachid Daoudi, pareil. C'est pas contrôler le ballon, c'est pas la peine de... une obligation. C'est pas question, mais des fois de vitesse et d'équilibre du corps. Voilà. Comme ça, on le voit. C'est dur de jouer sur le sable. Tu tripotes bien le ballon. Tu tripotes bien le ballon. Il est grand et il est nonchalant au beach soccer. C'est comme le jeu de Crimo avant. Un pivot. Tu lui donnes le ballon, personne ne peut lui prendre. Après, tu remises, il est en pivot et tout ça. Après, il peut faire un compte pour l'orienter et tout ça. C'est ce qu'il fait. C'est comme Crimo, quand tu lui donnais le ballon à l'époque. Il faut le pousser et tu es obligé de faire faute pour que tu lui enlèves le ballon. C'est des gens de ce gars-là. C'est dommage que Timoumi soit blessé, ça aurait fait un bon joueur de beach soccer. C'est sûr. Dommage. Et le gardien? Le gardien, on a eu de bons gardiens comme l'Arabi qui est Manuel Jadida, il était très bon, Afifi du KCM. Et là, on a 2 ou 3 des jeunes. Le gardien, il faut qu'il, comme tu disais, il faut qu'il relance bien. Parce que généralement, s'il relance bien, bon dans les buts, dès qu'il relance bien, le gars tout de suite est en position de frapper. Donc il contrôle et il frappe. C'est numéro 10, il est bien servi par le gardien. Avec les statistiques de la FIFA, quand il y a la Coupe du Monde, on a assisté à la Coupe du Monde à Ravenna en Italie en 2011. Ouais. Les Russes qui ont gagné contre le Brésil 9-7. Il y avait le coach il faisait un truc extraordinaire, le coach russe. Quand le ballon est sorti, parce que tu as droit les changements comme au mini-foot, tu sors, tu rentres, machin. Lui, il change les 4 joueurs en même temps. Et les Brésiliens ne savaient pas qui prendre et tout ça. Et les mecs, c'est les mêmes. Ils couraient de partout, des frappes de loin, des frappes de mule. À un moment, c'était 7-1 ou un truc comme ça. L'entraîneur brésilien, il ne savait pas. Et après, on avait des workshops après qu'ils ont fini la Coupe du Monde. Les entraîneurs du Brésil, de la Russie, tout ça, ils sont venus pour nous exposer comment leur tactique, tout ça. Et l'autre, il a expliqué comment. Et le Brésilien, il dit, ouais, j'ai jamais vu ça. Alors j'étais perturbé pour trouver la solution. Comment vous jouez vous Il aurait dû sortir lui aussi, quand même, rentrer 4 aussi. Voilà, il aurait dû faire la même chose. Voilà. Tu sors 4, je rentre 4. 4, je rentre 4, et puis c'est tout. C'est facile.
Il y a un problème aussi, vous savez, on a parlé de l'espace, des joueurs, des techniques, mais le public, il peut être violent, vous savez, même pour ces matchs-là. Oui, c'est sûr. Je me rappelle la dernière finale, on a fait le pire. Ils sont allés de l'autre côté, on a été chargés au caillou, nous on s'est enfui là aussi. C'est sûr, ça devient. Je vous assure. Moi, non, franchement, c'est la catastrophe. Là, franchement, tu vois. Dès qu'on touche quelque chose, non. Beach soccer. Non, mais regarde mes bras. Regarde mes bras. Non, moi, les bras lui sont tombés. Non, mais franchement, si tu me dis, mais attends, mais il faut leur dire à ces jeunes là. Tu as même un peu de musique et tout ça. Normalement, il y a de la musique et tout ça. Il y a de l'animation. On perdait à 0 contre. Non, il est allé à eux. Il a été courageux, il est allé à eux. Il leur a dit calmez-vous, s'il vous plaît, etc. Le micro. À un moment. Ce qu'ils ont fait, ils sont sortis, les petits, ils étaient dehors, ils remplissaient les bouteilles de boissons, machin, ils mettaient du sable, ils jetaient sur les arbitres. Il y avait des arbitres italiens, espagnols, tout ça, et ça tombait sur les gars. Et je vais arrêter le tournoi et tout ça. Moi, Aziz, franchement. Civisme, Napolino. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors que le beach soccer, le beach volley, ça, c'est des trucs. C'est cool, franchement. C'est la fête, c'est la musique, c'est la grande kermesse. Je comprends pas. T'es là, t'es à la plage. Si t'es un petit peu... Le foot, le volley... Le soleil t'a tapé sur la tête, tu planches 2 minutes dans l'océan et tu ressors glacé, tu remontes et tu t'assois. J'étais obligé de prendre le micro, je suis rentré sur le train et c'était des matchs de la FIFA qualificatifs. C'est un truc de Coupe du Monde. Et malgré ça, on a eu la Coupe du Monde des clubs. Moi, je voulais te poser aussi une autre question. Pourquoi J'ai parlé avec le public, j'ai dit, mais attendez, nous, ces qualifiers devaient se faire... en Afrique du Sud, j'ai tout fait avec les gars pour le ramener ici. Et tout ça, c'est la politique sportive. On est en train de travailler notre pays, les gars. Si vous voulez pas, moi, je vais demander aux gars d'arrêter tout ça. Et vous rentrez chez vous. Je fais le terrain. C'est moi qui le paye. Ici. L'entrée est gratuite. L'eau, les gars, ils viennent. On leur donne pour les jeunes, ça. Et quand nos joueurs jouaient, ils leur donnaient les bouteilles d'eau et tout ça. J'ai dit, vous voulez quoi? Vous voulez tuer quelqu'un ici? Après, on n'aura plus rien à organiser. Vous resterez chez vous et tout ça. C'est pas normal. Après, ils ont commencé à applaudir et tout. Et j'ai calmé un peu le coach de l'Égypte parce qu'ils voulaient gagner 1-0. Ces gars-là, ils tombaient, ils restaient 2 heures à terre. Et là, le public commence à chauffer. Et au micro, je lui ai parlé. Je lui ai dit, là, on est devant les gens de la FIFA. Tu es en train d'inciter des joueurs à rester allongés 2 heures, où nous on joue que 12 minutes par mi-temps. Et là, tu es en train de chauffer le public. Il y aura un drame ou un truc comme ça. Je dis, si toi, tu dois nous aider, je vais parler au micro avec lui pour qu'il comprenne. Ça veut dire quoi tout ça? Là, ça veut dire que, franchement, malgré les bonnes volontés, je voulais lui poser aussi une autre question. Ça y est, une dernière, s'il te plaît. Il est 27. Une dernière. Obligé d'être sur la plage. Non, pas obligé. Parce que vous pouvez absolument faire des terrains à l'intérieur du centre-ville. Bien sûr. C'est pour ça dans des endroits super sympas. Il peut aller à ce batade-là, mais il faut qu'il amène 10 000 camions de sable, c'est tout. Oui, elle me l'a fait à Jamel. Tout à l'heure, vous parlez... Combien de camions de sable il faut? 30. Je l'ai fait à Marrakech. Une trentaine de camions? 30 camions? 30 camions. Je l'ai fait à Marrakech et le conseil de la ville de Marrakech, ils ont ramené du sable, ils l'ont pas volé. Ils l'ont payé, oui. Ils l'ont payé, ils l'ont mis là-bas, en face de, je vais pas dire l'hôtel, mais à la place, il y a les chameaux et tout ça. Mais ça va pas plaire aux écologiques. C'était bien fait. Après, les écologistes, ils dénonceront. 2 jours après, écoute, il y avait plus de sable. Le sable était piqué par des gens, je sais pas qui l'a fait. Il faut savoir ce qu'ils veulent, les écologistes. Une fois, un organisateur s'était permis de transporter du sable de la plage au central El-Amal. Voilà. Bon, alors merci Mustapha Hadaoui, donc rendez-vous quand? C'est ce week-end? Oui, ce week-end, on a les demi-finales 10h du matin pour 13 à côté de Sindibad, sur la côte. Porte 13, il y a les demi-finales, la première à 10h. Porte 13, ça porte malheur le 13, non? Ça porte bonheur. Pour moi, non. Et qu'est-ce que tu dis au public? Vous venez pas nombreux. Dis-moi, je sais pas qu'il y avait des portes. Il y a des portes à la plage. Ils ont numéroté les... Pour indiquer à ceux qui louent. Ils ont numéroté les... Alors 10h première demi-finale, 11h15 la deuxième. Non, je me suis trompé. Samedi, c'est les après-midi. C'est l'après-midi. 15h le premier match, 16h15 le deuxième. Dimanche matin, troisième place, c'est 10h. 11h15, c'est la finalité.
Alors, avec Aziz Daouda, avec Aziz Amara, avec Bilaïd Bouimid, Nadia Kassimi, et j'accueille Hassan Foukak. Bonjour. Directeur technique de la Fédération royale marocaine de karaté. Alors, bonjour pétillant, hein. Tu crois que c'est directeur technique de la Fédération de football? Directeur technique de karaté. Je fais une séance de karaté tous les matins. Voilà, bravo. Regarde comment il les aide. Comment il est, ouais. Non, salut, nous, avec révérence. Allah يبارك Tout intérêt à nous écraser. Là, on s'entend d'abord sur les questions qu'il ne faut pas poser. Non, mais le sport, justement, parce qu'on parlait, là, avec Mustafa Al-Hadawi, on parlait de ces jeunes énergumènes. Ils vont voir, même dans un match de beach soccer, ils trouvent le moyen de se comporter, de casser, d'envoyer des projectiles, d'envoyer des bouteilles, etc. C'est incroyable. Beach soccer, c'est la plage, le sable, le soleil, la mer, l'océan. Et tu trouves le moyen de balancer des trucs et des cailloux, mais c'est pas possible. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les gens du karaté, ils pourront pas faire ça. Ouais. Ça dépend. S'ils sont karatékas. Ouais. Non, mais mais les karatékas ne répondent jamais à la provocation. Les karatékas sont parce que c'est une discipline. Le karaté, c'est beaucoup de discipline. Ouais, ça vient du Japon, soleil levant, c'est beaucoup de discipline. Mais si vous me permettez, je voudrais juste vous partager une petite histoire que j'ai vécue une fois en organisant un grand challenge pour des jeunes pris en charge sur le plan socio-éducatif à Saint-Denis. Et il y avait d'autres jeunes qui sont venus, qui habitaient Saint-Denis, et qui sont venus, ils ont commencé justement à tourner autour, à provoquer, à chercher la bagarre, à chercher aussi le désordre. Et je vais les voir. Je discute avec eux, pour faire bref. Et qu'est-ce que je découvre? Que ces jeunes-là, qui habitaient Saint-Denis, et qui voyaient qu'une fête du sport se faisait chez eux. Et sans eux. Et sans eux, exactement, voilà. Sans eux. Ils n'étaient pas contents. Donc, ils l'ont exprimé à leur manière. Ouais. Donc, nous, sportifs ou éducateurs sportifs, je le rappelle toujours, éducateurs sportifs, on a le mot éducateur avant d'être sportif. Comment on peut intégrer ces jeunes-là? Comment, à travers le sport, on peut mener des actions d'éducation, au moins de sensibilisation, d'intégration aussi. Propre. Voilà. Donc, je condamne complètement les actes de ces jeunes-là et ça me fait mal au cœur. Mais tu te dis, mais peut-être qu'est-ce qu'on fait pour eux aussi, voilà, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Voilà. Comment ils viennent assister à une fête qui se passe à côté de chez eux? Ils ne sont pas invités. Oui, ils sont agressés chez eux par un spectacle. Je ne suis pas en train de justifier leurs actes, hein, vraiment. Non. Mais bon, c'est une réflexion peut-être. C'est une explication à ces actes, ce n'est pas une justification, c'est une explication. Exactement. Bon, ceci étant dit, pour revenir au karaté, je vous promets que le karaté, pour rentrer dans la salle, ce qu'on appelle le tatami, il faut faire le salut. Après, avant de commencer la séance, on fait un salut collectif pour le sensei. Le sensei, c'est le professeur, le maître. Et à chaque fois qu'on va travailler avec un partenaire, on n'appelle pas adversaire, un partenaire, on doit se saluer. Donc, une fois, il y a un cousin qui est venu me voir à la salle. Il me dit, mais dis-moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une secte, vous n'arrêtez pas de vous tbay'ul ba'diyatkum. À chaque fois, vous vous saluez entre vous. Je dis, bah oui, c'est ça la discipline. Donc, il y a beaucoup de respect dans le karaté. Et puis, bon, le karaté, c'est un sport de confrontation, donc on élimine toute cette agressivité, on la canalise à travers les mouvements. Je dirais que c'est poussé à l'extrême aussi, parce que moi, en assistant à des compétitions de karaté, j'ai vu des arbitres léser carrément des karatékas, et le karatéka ne branche pas. Ouais. Ils se sont lésés, il le sait, il le vit, il ne branche pas. C'est poussé à l'extrême. Donc, à nous de trouver l'équilibre. C'est toujours une notion d'équilibre, c'est Aziz. Exact. Alors, Hassan Foukak, c'est un plaisir de t'accueillir une fois par an. Eh bien, moi, je viens avec beaucoup de joie. Vraiment, je viens avec beaucoup de joie, voilà. Et je dois le dire haut et fort, j'adore Radio Mars, je vous promets. Parce que je me dis, le bien-être, c'est quoi? C'est bouger son corps, donc c'est du sport, mais en pratiquant, pas juste en étant spectateur. Et c'est de la musique, parce que ça adoucit les humeurs. Donc le matin, quand on met sa radio, on écoute une bonne musique, et puis on a des informations qui nous rappellent notre activité sportive. Ben, c'est super. Voilà un ingrédient du bien-être. Oui, parce qu'il faut dire aux auditrices, aux auditeurs que tu vis une grande partie de ton temps, tu la vis à l'étranger. Oui, je fais le grand écart. Sauf que parfois, j'ai les fesses dans la Méditerranée, j'aime pas avoir les fesses mouillées, alors. Ouais. Non, là, c'était une boutade, hein, je suis désolé. Ouais, mais vas-y. Il fait...
c'est le shuttle entre Paris et Rabat. Ouais, il faut bien créer des ponts. Ouais. Voilà. Alors, il y a la Coupe internationale de Mohamed VI, donc qui va démarrer la 9e édition. La 9e édition déjà. Oui, le temps passe. Avec, je dirais, presque le Gotha du karaté, enfin des karatékas qui viennent un petit peu partout, une grande participation étrangère. Tout à fait. Alors cette année, cette édition, nous avons volontairement limité le nombre de pays participants. On a invité certains pays avec qui nous travaillons. On a invité l'Égypte, une grande nation du karaté. Nous avons invité les Émirats Arabes Unis parce qu'ils sont en progression dans le karaté et puis on crée des échanges avec eux. Il y a bien sûr la France qui va venir, le Gabon, le Soudan et la Tunisie qui vient aussi avec une grande délégation. Les Tunisiens, ils sont très très forts sur le plan je dirais de l'Afrique. Il n'y a pas de Qatar? C'est bizarre. Il y a le Qatar. Non, cette année, nous n'avons pas invité le Qatar. Ah, d'accord. Donc voilà, on a invité une dizaine de pays, donc il y a 5 pays. Lui, il est un peu parisien, donc comme ils sont déjà au PSG, donc... effectivement, oui. Alors, il les voit tous les jours. Voilà, mais on a vraiment des nations très fortes, des athlètes très forts. Et cette année, nous avons fait une particularité. Nous avons ouvert la participation aux meilleurs athlètes régionaux. Les athlètes régionaux qui sont classés 1 et 2, la compétition Mohamed VI leur est ouverte. Pour justement monter le niveau, pour tirer le niveau vers le haut et pour créer davantage d'émulation pour nos athlètes marocains, nos athlètes locaux. Justement, on parlait tout à l'heure, par ne pas les laisser juste en spectateurs, leur donner l'occasion aussi de se frotter au niveau international. Donc il y aura une équipe Maroc plus des équipes régionales ou juste que des équipes régionales marocaines? Alors les équipes régionales vont faire une sélection entre elles pour retenir les 2 meilleurs qui vont participer avec l'équipe élite Maroc et les équipes étrangères. En revanche, pour les individuels, nous avons ouvert la participation. 2 athlètes de chaque région, les 2 premiers, vont participer directement aux phases éliminatoires de l'épreuve individuelle. C'est une façon, en quelque sorte, pour les faire participer à cette grande fête, parce que vraiment, pour les karatékas marocains, c'est une grande fête. Et on a ouvert cette possibilité. Aujourd'hui, nous sommes à 1200 participants entre Marocains et étrangers. C'est énorme. Bien sûr, on va faire la compétition sur 2 jours et demi. Ça va démarrer le vendredi à 14h au complexe Moulay Abdallah et ça va se terminer le dimanche soir. Donc nous avons bien étalé la compétition sur le temps pour ne pas être débordés, mais on a eu on était surpris par la réponse massive des participants. Ça va être une belle fête et vous êtes bien sûr conviés et invités. Je constate qu'il n'y a que la France, hein, et sinon c'est arabo-africain. Oui, enfin, je veux dire, c'est par rapport aussi aux compétitions internationales. Là, au début mai, il y a le championnat d'Europe. Donc, beaucoup de pays européens ne peuvent pas se permettre de faire 2 déplacements à l'étranger en un seul mois pour 2 compétitions internationales, pour aussi préserver les athlètes et des blessures. Et ça, c'est pour cette édition ou pour toutes les éditions? Non, c'est juste pour cette édition. Pour cette édition. Pour l'édition prochaine, on innovera, certainement, on mettra une autre formule. Ouvrir sur l'international, beaucoup plus. Davantage sur l'international. Mais pour cette édition, volontairement, avec le bureau fédéral, avec le président, on s'est dit on va se limiter à un certain nombre limité de pays étrangers. On a choisi, et puis on ouvre à nos athlètes, à davantage d'athlètes marocains, pour leur donner davantage d'expérience. On est classé combien au niveau mondial ou au niveau africain? Alors, au niveau africain, nous sommes dans les 3... Arabes. Au niveau, je vais vous dire ça tout de suite. Au niveau africain, nous sommes 2e, derrière l'Égypte. D'ailleurs, le dernier championnat d'Afrique 2012 a eu lieu à Rabat. Et nous étions On est même devant la Tunisie, alors. Oui, largement devant la Tunisie, devant l'Algérie, devant le Sénégal, qui sont des grandes nations de karaté. Donc, depuis 2009, nous sommes entre la place de 1 et 3 au niveau africain. La même chose, nous sommes dans la place entre 1 et 3 au niveau arabo-africain, si je puis dire. Voilà. Au niveau européen, aujourd'hui, il y a des athlètes marocains qui ont fait des médailles d'or à l'Open de Paris, à l'Open de Hollande, à l'Open de Milan. Donc, nous sommes dans les 5 premières nations. Et ça fait ils jouent sous le drapeau marocain ou Non, ils sont des gens qui partent d'ici. Ce sont des gens qui partent d'ici. Qui vont dans des tournois internationaux. Et donc, alors, l'équipe marocaine, elle est
marocaine. Le seul intrus, si je puis dire, c'est moi. Et c'est une fierté, c'est magnifique, c'est magnifique. Et est-ce qu'il y a des karatékas dans les autres sélections qui ont opté pour la nationalité du pays qu'ils avaient vu grandir ou qui les a hébergés ou... Oui, bien sûr, il y a des karatékas dans la sélection française, par exemple. Il y avait Reda Blahsen qui a été champion du monde avec la France, un grand karatéka. Il y en avait plein d'autres. Et même aujourd'hui, il y a des Marocains d'origine qui évoluent avec la France, avec l'Espagne, avec la Belgique, avec la Hollande. Il y en a, oui, bien sûr. Et pourquoi c'est le sport qu'ils veulent enlever des Jeux Olympiques? Alors, aujourd'hui, le karaté... Il n'est pas aux Jeux Olympiques. Il n'est pas aux Jeux Olympiques pour l'instant, le karaté. C'est la lutte qui veut l'enlever des Jeux Olympiques. Et ils veulent faire entrer non? Normalement, c'est dans les starting blocks pour que le karaté soit dans les Jeux Olympiques. Pourquoi? Il n'a jamais été dans les Jeux Olympiques. Il n'a jamais été dans les Jeux Olympiques parce qu'il n'y a jamais... Il y a un sport qui est un sport de combat qui est le taekwondo. Taekwondo, il y est déjà. Et ils veulent enlever le taekwondo. Dans les arts martiaux, il y a le judo, il y a le taekwondo. Non, ils veulent enlever la lutte. Ils veulent enlever la lutte. Le taekwondo aussi. Ouais. Alors certainement qu'il y a un sport qui va sortir. Le karaté est sur les starting blocks depuis un moment. Mais pourquoi le karaté doit rentrer aux Jeux Olympiques? Simplement, c'est une question je dirais, de nombre. Aujourd'hui, il y a 10 millions d'adhérents à la Fédération mondiale de karaté. Je ne parle pas de ceux qui pratiquent sans être adhérents. Il y a 10 millions qui sont adhérents. Je vous donne un exemple encore en chiffres. En France, la Fédération française compte 210 000 licenciés. La Fédération taekwondo compte 36 000 licenciés. Bon, le taekwondo est rentré parce que il y avait les Jeux Olympiques à Séoul, etc. Voilà, au Maroc aussi, le karaté est classé en tête au nombre de licences. Aujourd'hui, je vous assure, 31 000... Ça a été politico-économique, c'est tout. Comme dit Hassan, il y a eu les Jeux à Séoul et les Coréens, ils ont dit, ils ont imposé le taekwondo. Mais il y a le côté spectaculaire aussi. Pour que le karaté revienne aux Jeux, il faudrait que le Japon organise une nouvelle fois les Jeux Olympiques. Voilà. Il y a la télé. Est-ce que c'est un sport spectaculaire qui peut passer à la télé et attirer des... Pourquoi le taekwondo c'est plus spectaculaire? Maintenant ils sont en train de le remettre en cause à cause de ça. Alors, à cause de ça, ils remettent en cause. Ceci dit, dans ce jeu-là, on fait semblant de toucher. Le geste, il ne va pas jusqu'au bout. Alors, bien sûr. C'est pour ça qu'il est un peu... il a moins d'aura que la boxe, par exemple, ou que... C'est sûr, parce que les coups doivent le geste. Les coups doivent être contrôlés. On doit préserver, je dirais... C'est ça qui le dénature un peu, je crois. Eh bien... Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des touches. Parfois, c'est Aziz qui a participé avec nous à l'organisation des championnats du monde ici au Maroc. Il y avait 95 nations. C'est vrai que malgré cette exigence du contrôle, il y a la sanction, c'est le coup n'est pas contrôlé. C'est vrai que parfois, l'athlète ne peut pas contrôler. Il y a des touches, effectivement. Mais pour revenir au nombre... que Dieu nous préserve. Non, mais alors, il y a des épaules qui sont des mises, il y a des... Alors, il y a une expression qui dit... Non, bien sûr. Alors, il y a une expression quand même qui dit qu'avant on pratiquait le karaté pour survivre. Parce que dans le sud de l'archipel d'Okinawa, les Okinawaïens pratiquaient justement pour pouvoir se défendre contre l'empereur du Japon, etc. Aujourd'hui, on pratique le karaté pour bien vivre et vivre longtemps. Est-ce que c'est un sport ici au Maroc qui attire beaucoup de Marocaines? Il y a combien sur le nombre de licenciés? Alors aujourd'hui, nous avons à la fédération, et je peux vous dire des chiffres très précis, 31 500 licenciés. Quand je dis licenciés, ce sont les personnes qui ont adhéré, qui ont payé leur cotisation. Et cette adhésion permet aussi d'avoir une protection santé. Quand il y a un accident, ils peuvent être soignés, pris en charge dans une clinique sans débourser un dirham. Première chose. Oui. Deuxième chose, c'est que nous avons 40% de filles qui pratiquent. Et d'ailleurs, on a... Donc 12 000 à peu près. 30 000, 3 fois 4, 12. Pratiquement. Beaucoup plus. Beaucoup plus parce que Hassan a donné le chiffre de ceux qui sont licenciés à la fédération. Mais dans les clubs, il y a des centaines de... Je ne veux pas parler de ces clubs-là. Non. La particularité des filles... la loi. Tu comprends? Non, mais attends, oui, non, mais attends... Quoi? C'est karatéka hors la loi.
Mais oui, ce sont des clubs hors la loi, je regrette. Pourquoi ils n'adhèrent pas à la fédération? Pourquoi ils n'augmentent pas la base d'athlètes pratiquants? Non, Lino, ils ne sont pas hors la loi. C'est qu'il y a des clubs qui pratiquent plusieurs sports. Qui font du commerce. Non, mais attends, ils font du commerce. Voilà. Il y a des clubs, qui ont l'esprit sportif, qui forment des athlètes. Il y a des clubs qui font du commerce. Qui forment des clubs qui pratiquent pratiquement tous les arts martiaux en même temps. Deuxièmement, ils ne licencient que ceux qui veulent faire de la compétition, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire de compétition. Et dans la population des femmes, dans les 40% pourraient être 60% si toutes les filles voulaient véritablement faire de la compétition. C'est ça la spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de karatékas qui font du karaté, qui sont d'un bon niveau, mais qui ne font pas la compétition. La fédération ne licencie que ceux qui font de la compétition. Alors, c'est vrai que votre analyse est tout à fait juste. Cependant, c'est que la licence ne permet pas juste de faire de la compétition. La licence, d'abord, ça protège l'athlète, le pratiquant dans son club. S'il se blesse dans le club en faisant un entraînement, il faut qu'il soit protégé pour aller se faire soigner. Et ça, c'est important, quel que soit le sport d'ailleurs. Et deuxième chose, c'est que la fédération ou l'adhérent, avec la licence, il participe à des stages techniques avec des experts qui viennent de l'étranger. C'est qu'il passe ses grades pour évoluer, c'est qu'il peut passer aussi ses formations, ses diplômes pour enseigner un jour le karaté, et la licence est indispensable. Et en plus, la licence, elle participe au développement de la discipline. Donc vraiment, les clubs qui ne jouent pas le jeu, ils ne rendent pas service, non pas à la fédération, mais ils ne rendent pas service à la discipline, c'est-à-dire au sport et au karaté. Et c'est dommage. Il y a eu un nettoyage extraordinaire opéré par la fédération parce qu'il y avait une pagaille immense dans le karaté marocain. Et puis la fédération a pris les choses en main. Aujourd'hui, c'est l'un des sports les mieux organisés du pays. Pratiquement. Parce que là justement, comme disait le cousin de Hassan, il disait ça avait l'air de secte aussi, parce qu'il y avait plusieurs karatés, quoi. Oui, c'est pour ça que je voulais demander à Hassan la différence entre le karaté, le kung-fu, les appellations, parce que nous on s'y perd. C'est quoi si vous pouvez nous expliquer. Alors rapidement, je vais vous répondre rapidement. Une petite image comme ça. Google a servi. Je donne une image. Tape arts martiaux sur Google et c'est tout. Mais il faut 2 heures pour parler. Non, il est 50. Lino, je vais répondre en deux phrases. La première, c'est que ils font partie de la famille des arts martiaux, c'est toujours la même famille, les arts martiaux, où je dirais Founoun al-Harb, mais je dirais moi Founoun Silm, vraiment. Et je donnerai une image. Pour atteindre le sommet d'une montagne, il y a différents chemins. Donc chacun choisit selon son affinité, soit le kung-fu qui vient de la Chine, soit le karaté qui vient du Japon. Le kung-fu, c'est quoi? C'est exactement la même chose, sauf que certaines, je dirais, positions, certains enchaînements vont changer, la tenue pour pratiquer va changer, mais c'est le même état d'esprit. Tu n'as jamais vu un film de Bruce Lee? En fait, c'est le même état d'esprit. Je veux comprendre. Tout à fait. Toutes ces disciplines ont un même dénominateur commun, et comme il dit, c'est l'état d'esprit, voilà. Mais il dit Founoun Silm, il dit pas Founoun Harb. Alors, et le judo, ils ont bien pris la chose finalement, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Fédération Royale Marocaine de Judo et des arts assimilés. Et ils avaient englobé tout le monde. D'où la fameuse guérilla, les karatékas qui disaient on n'a rien à voir avec vous, etc. Ils étaient il y avait le comité, moi je me souviens. On est une dizaine de disciplines. Maintenant ça se passe bien, Ça se passe très bien. Vraiment, nous avons des rapports très respectueux, très courtois avec toutes les autres fédérations. Non, mais on n'avait pas assisté à l'éclatement. À l'éclatement, il y avait la guerre. Oui. Aujourd'hui, c'est dépassé. Ça remonte à très loin. Au début, tous ces sports, c'est comme pour les sports de glisse, etc. Tous ces sports étaient regroupés sous la même bannière. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais ils se sont par la suite émancipés et chacune a pris son chemin, enfin sa destinée en main. Aujourd'hui, on est heureux d'avoir plusieurs fédérations qui s'occupent chacune d'une discipline et qui la développent et qui... Mais à l'époque où on avait écarté Ibn Omar, c'était la guerre à l'époque. C'était pas facile que Ibn Omar accepte comme ça de se dévêtir. On a enlevé le judo, on a enlevé le karaté. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons vraiment à la tête de la fédération un président qui ne regarde pas vers l'arrière et regarde vers l'avant. On a des projets très ambitieux pour le karaté marocain et même, je dirais, pour le sport marocain.
Nous avons organisé les championnats du monde en 2009. Nous avons organisé les championnats d'Afrique. La Coupe Mohamed VI qui revient tous les ans, qui regroupe, qui fait parler du Maroc. Et je dis aux parents qu'il faut aussi parler avec les enfants, qu'il faut transmettre des valeurs, qu'il faut éduquer en permanence. Et l'éducation, c'est la répétition. L'éducation, c'est la répétition. Maintenant, du côté des organisateurs, du côté des professionnels de la discipline, c'est très bien d'orienter toute la démarche sur la compétition, mais pensez à un sport éducatif. Aujourd'hui, dans la fédération de karaté, nous avons mis en place ce qu'on appelle sport, éducation, sport et insertion. Concrètement, c'est quoi? Sport et insertion, on propose des ateliers de karaté dans des centres de détention. Nous proposons le karaté dans les écoles. Mais le karaté, est-ce qu'il nourrit son homme? C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut vivre du karaté? Est-ce qu'on peut être professionnel de karaté? Si on ouvre une salle? Oui, bien sûr. Tu ouvres une salle et tu déclares pas tes membres à la fédération. Non, tout en les déclarant. Au contraire, en déclarant ses membres, au contraire, on peut, bien au contraire, mais vraiment bien au contraire, être un vrai professionnel. C'est un métier. C'est un métier. On peut en faire un métier. D'ailleurs, on peut en faire un métier. Bien sûr. Et un métier qui rapporte pas très gros. Non, mais rapporter gros, mais un métier, en tant que formateur, bien sûr, un professeur de karaté, bien sûr, un formateur. Non, mais lui, il dit l'athlète, c'est pas comme un footballeur. C'est-à-dire, il n'y a rien à gagner. Quand tu gagnes une médaille d'or au tournoi de Paris au 2000 ans, tu prends ta médaille d'or et puis c'est tout. C'est une breloque qui n'est même pas d'or d'ailleurs, elle est plaquée or. En effet, en effet. Mais Luno, vraiment, moi je peux en témoigner. Je peux en témoigner parce que j'étais champion du monde. Et je n'ai rien gagné. J'ai gagné que des coups. Mais je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais parce que c'est une belle expérience, c'est une belle école. Tu n'aurais pas joué au foot. Non, mais attends, tu as gagné cette zénitude là. Oui. Toi, quand tu entres dans le studio, tu mets tes claques à tous. Enfin, des claques. Ah bah oui. Des bisous, non, mais attendez les gars. Des bisous plutôt que des claques. Non, mais c'est vrai. Tu te dis, franchement, c'est magnifique. Hassan est un spécimen. On n'en fait pas comme lui. Il y en a pas beaucoup. Mais dans le karaté, dans les arts martiaux, non. Je dis pas que c'est le prototype. En dehors du fait que ce soit un karatéka hors norme. Je sais. Lui, il est exceptionnel. C'est un beau compliment. Aujourd'hui, je vais passer la plus belle journée. Il est exceptionnel, mais tu conviendras que dans les arts martiaux, c'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul comme ça, mais il y en a plein. Il y en a plein. Vraiment, il a quelque chose de particulier. Il faut le voir à l'œuvre. Travailler avec les jeunes et tout ça, c'est du grand talent. Hassan, merci. Tu as promis une seule chose, tu ne vas pas mettre un an pour revenir ici.